L'objectif zéro carbone en 2050 est présenté comme le défi du siècle. Mais si l'accélération du dérèglement climatique a permis de faire naître un consensus sur la nécessité d'une transition énergétique massive et rapide, elle ne se fera pas sans contrepartie. La demande en ressources minérales va s'intensifier pour sortir l'humanité de sa dépendance aux sources d'énergie carbonée, car les énergies renouvelables, l'électrification des transports terrestres, sont bien plus gourmands en ressources minérales que les énergies fossiles. Et la demande d'électrification à partir de ressources renouvelables explose, bouleversant les cartes de la géopolitique mondiale et nos modes de vie. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Nous allons vous proposer la synthèse d'une conférence passionnante donnée en mai 2023 par un spécialiste français des ressources minérales. Patrice Chrisman, géologue, formateur et consultant, est venu parler aux auditeurs de l'IHEST de la géopolitique mondiale des ressources minérales entre guerre et paix. Patrice Chrisman rappelle que les enjeux liés aux matières premières minérales résultent de leur caractère devenu indispensable à nos modes de vie. Nous avons besoin de ressources minérales pour nous abreuver, par exemple pour faire des tuyaux, pour apporter l'eau, ou pour transporter les eaux usées, ou construire des stations d'assainissement. Nous avons besoin de ressources minérales pour nous nourrir. Il n'y aurait pas d'agriculture moderne sans engrais. Par exemple, les phosphates, la potasse dans les engrais sont d'origine géologique. Les ressources minérales sont nécessaires pour nous abriter, nous chauffer, nous soigner, transmettre des savoirs et des informations, nous distraire, communiquer, nous déplacer, mais aussi pour nous défendre, voire pour nous attaquer. Ces innombrables fonctions qui sont au cœur de nos vies ont toutes besoin de ressources minérales. Évidemment, tous les pays ne sont pas à égalité quant à leur utilisation des ressources minérales. Et logiquement, ceux qui ont les économies les plus développées sont aussi les plus consommateurs de matières premières minérales. Une consommation qui a explosé au cours du XXe siècle. On voit que depuis 1900, la population mondiale a augmenté d'un facteur de 5, mais la production et la consommation d'or a, elle, augmenté d'un facteur de 8, celle d'acier d'un facteur de 20 et d'un facteur de près de 10 000 pour la consommation d'aluminium. Cela s'explique du fait qu'on ne maîtrise la métallurgie de l'aluminium que depuis la fin du 19e siècle. Elle est entre autres née en France. Et pendant longtemps, cette métallurgie a été extrêmement difficile à cause de sa nature très énergivore, essentiellement sous forme d'électricité. Il faut donc être capable de produire de grandes quantités d'électricité, ce qu'on ne sait faire seulement que depuis le début du XXe siècle pour produire de l'aluminium à l'échelle industrielle. Donc en gros, la production d'aluminium au début du XXe siècle était proche de zéro, alors qu'elle est de l'ordre d'une 50aine de millions de tonnes aujourd'hui. Cette croissance exponentielle de consommation de matières premières extraites du sous-sol se poursuit et, pour certaines ressources, s'accélère. C'est le cas par exemple du lithium, utilisé dans les batteries des véhicules électriques. L'un des problèmes majeurs de la consommation de ressources minérales est qu'elle nécessite beaucoup d'énergie. À l'échelle mondiale, en 2022, les énergies carbonées fossiles représentaient encore 82% de la consommation énergétique mondiale, la production minière métallurgique et cimentière représentant 16% de cette consommation énergétique mondiale. Un pourcentage qui pourrait croître à cause notamment de la demande en ressources minérales induite par la transition énergétique. C'est la géologie qui conditionne la localisation des gisements en offrant des concentrations suffisantes pour être économiquement exploitables. Ainsi, par exemple, on ne trouve de platine, d'iridium ou encore de ruthénium, métaux indispensables à l'électronique, à l'industrie chimique, pétrochimique ou automobile, en concentration suffisante pour envisager une exploitation à l'échelle industrielle, que dans quelques endroits au monde, essentiellement en Afrique du Sud. De même, les principales mines de cuivre se situent près de la côte ouest des deux parties du continent américain. Elles proviennent de la subduction des plaques tectoniques du Pacifique. L'Europe possède encore beaucoup de potentiel, mais la production y est modeste. La Pologne, principal producteur européen, extrait 400 000 tonnes de cuivre chaque année pour une production mondiale qui est aujourd'hui de 20 millions de tonnes. Mais Patrice Chrisman précise que les pays qui détiennent les mines ne sont pas forcément ceux où l'on trouve les usines d'extraction métallurgique. Quand on extrait du minerai de cuivre, on va le traiter localement pour concentrer les grains minéraux économiquement importants et en les isolant des minéraux sans intérêt économique du reste de la roche qui les contenait. Cette partie stérile devient un déchet. Il a été estimé que chaque année, l'industrie minérale mondiale génère environ 13 milliards de tonnes de déchets
soit 5 fois la masse de déchets urbains produits mondialement. Cette partie utile, qu'on nomme un concentré, a une valeur marchande suffisante pour pouvoir être transportée n'importe où dans le monde, à un endroit où les conditions économiques, notamment la disponibilité d'énergie bon marché, permettent de récupérer le métal par procédé métallurgique de la manière la plus rentable possible. Et là, on voit apparaître la Chine avec son charbon bon marché et abondant, comme le pays dominant pour la métallurgie du cuivre avec près de 60% de la production métallurgique mondiale. Et la Chine, dans le domaine de la métallurgie, l'Europe a, elle, un poids un peu plus important que pour l'exploitation minière. Il y a par exemple des fonderies de cuivre à plusieurs endroits en Europe, notamment en Allemagne, mais aussi dans les pays scandinaves, en Bulgarie, en Espagne, en Belgique. Et tout ça représente un peu plus de 15% de la capacité mondiale de production métallurgique du cuivre, alors que la production minière ne représente que de l'ordre de 4% de la production minière de cuivre. La Chine maîtrise plus de 50% de la production minière et métallurgique mondiale pour près de 40 métaux stratégiques et terres rares, ce qui lui donne une position quasi monopolistique sur une partie des matières premières minérales utiles au reste du monde. Cela lui offre donc un levier géopolitique très puissant pour peser sur l'échiquier mondial. La Chine utilise sa domination sur les marchés de certaines matières premières minérales comme un outil au service de sa politique, qui est une politique nationaliste, comme on le sait malheureusement. Un exemple de l'utilisation qu'elle a fait de cette domination est la crise des terres rares, qui a eu lieu en 2010 suite à un incident entre le Japon et la Chine au large des îles Senkaku. Ce sont des petits îlots qui se trouvent entre Taïwan et la région d'Okinawa, à l'extrémité sud du Japon, en mer de Chine orientale. Les gardes-côtes japonais ont arraisonné un chalutier chinois et emprisonné son équipage pendant quelques semaines pour violation des eaux territoriales de ces îles dont la souveraineté est revendiquée par les deux pays. Les Chinois ont rétorqué en bloquant les exportations de terres rares, dont ils sont le premier producteur mondial, vers le Japon, ce qui a entraîné une flambée considérable des prix des terres rares avec des conséquences économiques sévères. En 2023, la Chine a utilisé son quasi-monopole dans la production de gallium et de germanium, deux métaux essentiels pour la production de semi-conducteurs, dans le cadre des tensions entre le monde occidental au sens large et la Chine pour la domination des technologies et des marchés des semi-conducteurs, un des rares domaines technologiques que la Chine ne domine pas encore. Les capacités productives de chaque pays vont évidemment dépendre des investissements et du caractère rentable ou pas de la production. Car si la géologie conditionne l'existence des mines, encore faut-il que des investissements, qui sont à l'échelle mondiale essentiellement privés, soient réalisés. Ils sont indispensables pour financer les travaux d'exploration minière qui détermineront l'intérêt d'une mise en production. Plusieurs milliards d'euros peuvent être nécessaires pour la mise en exploitation d'un grand gisement avec toutes ces installations associées. Elles impliquent par exemple une usine de traitement du minerai pour la production de concentrés, mais aussi une fonderie et une raffinerie pour la production d'un ou plusieurs métaux commercialisables. À cela s'ajoutent les infrastructures annexes, telles que les champs de forage pour l'eau ou les installations de production énergétique nécessaires à leur fonctionnement, et enfin les voies d'accès et de transport de la production vers ces marchés. Le montant à investir pour chaque nouveau site est très variable, conditionné par de nombreux facteurs. Taille du gisement exploitable, rythme de production, complexité de l'extraction du minerai, du procédé mis en œuvre pour extraire le ou les produits marchands, conditions environnementales et coûts de réhabilitation du site en fin de vie de l'exploitation. Des coûts qui doivent être provisionnés dès la mise en exploitation dans de nombreux pays. Les coûts de production dépendent, eux, du coût de l'énergie, de l'eau, des ressources humaines, de la fiscalité et des coûts de fonctionnement des équipements nécessaires à la production. Ils doivent être inférieurs au prix, très volatile, des matières premières sur les marchés mondiaux. Pour certains métaux, il existe un prix mondial variant chaque jour ouvré. Pour le cuivre par exemple, le prix de référence est publié en continu tous les jours de la semaine au London Metal Exchange. Mais ces prix ne tiennent pas compte des conditions environnementales ou sociales spécifiques à chaque lieu de production. De deux choses l'une, où les coûts de production d'un producteur donné sont inférieurs à ce prix de marché et il gagne de l'argent, ou ils sont supérieurs à ce prix de marché et il en perd. Donc, du point de vue économique, les choses sont relativement simples. Ça explique aussi pourquoi les investisseurs privilégient d'investir dans certains pays ou certaines opérations et pas dans d'autres.
La fiscalité applicable à ces opérations et la volonté et la capacité des États à appliquer leur fiscalité est également d'importance majeure. Il y a des pays qui ont des dispositions fiscales qui assureraient un juste retour vers les budgets nationaux des activités minières, mais qui ne disposent pas des ressources humaines nécessaires à l'administration complexe de l'industrie minérale. Et encore trop souvent, la volonté politique manque pour appliquer sérieusement cette fiscalité. Le problème de l'évasion fiscale est un problème international majeur qui aujourd'hui fait l'objet de travaux, notamment dans le cadre de l'OCDE. La demande en ressources minérales a explosé depuis 20 ans et les scénarios relatifs anticipent une accélération de la demande en relation avec la croissance démographique, l'urbanisation mondiale croissante et le développement rapide de la classe moyenne dans des pays en transition économique rapide et très peuplés, tels que le Brésil, la Chine ou encore l'Inde. Mais c'est surtout la transition énergétique vers le net zéro carbone qui est extrêmement gourmande en matières premières minérales, précise l'expert en géologie. Par exemple, pour faire un véhicule électrique, en plus de l'acier et de l'aluminium qu'on trouve dans les deux types de véhicules électriques ou à moteur conventionnel, il faut, selon l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, plus de 200 kg de matières premières minérales supplémentaires dans le véhicule électrique, du bore, du cobalt, du cuivre, du graphite, du lithium, du manganèse, du nickel et des terres rares nécessaires soit pour la batterie, soit pour le moteur, contre une trentaine de kilos de ces éléments pour un véhicule avec un moteur à combustion interne. De même, pour la production d'électricité, l'éolien, et particulièrement l'éolien marin, est très demandeur en matières premières minérales, et ceci sans compter les besoins en réseau intelligent nécessaires à la connexion des nombreuses unités de production éparpillées sur le territoire français et hors installation de stockage d'énergie nécessaires pour assurer des stocks tampons, sachant que ni le vent ni le soleil ne sont des énergies programmables. Quand on se met à dépendre du vent et du soleil pour la production d'électricité, il faut en même temps créer des capacités de stockage, voire de soutien, pour assurer une fourniture énergétique de base constante nécessaire au fonctionnement de l'économie. Le solaire demande un peu moins de matières premières que l'éolien, mais en demande néanmoins beaucoup plus que le nucléaire, qui lui-même en demande beaucoup plus que le charbon et le gaz naturel. Quand on regarde le dysprosium et le terbium, qui sont deux terres particulièrement rares et qui sont nécessaires aux aimants permanents des génératrices d'éoliennes offshore, les projections de demande excèdent largement les perspectives d'offres et la faisabilité d'atteindre de tels niveaux de production pose question. Or, il faut de l'ordre de 15 ans en moyenne, et parfois beaucoup plus, entre la découverte d'un gisement et son éventuelle mise en production au terme d'un processus extrêmement complexe. Patrice Chrisman souligne que cette accélération de la demande a lieu dans un contexte géopolitique dans lequel l'Union européenne et la France apparaissent fragilisées, car trop dépendants aux importations de produits et de services. La France en particulier ne produit plus de métaux à partir de son sous-sol et n'a pas un effort de formation, de recherche et d'innovation à la hauteur des défis qui nous attendent, malgré des efforts récents. En Europe, ici c'est en Europe au sens large, ce n'est pas que l'Union européenne, au cours des 21 dernières années, c'est-à-dire la période de 2000 à 2021, la production minière a baissé de 31%, alors qu'elle montait en flèche partout ailleurs. Ce n'est pas lié à la géologie, contrairement à des croyances solidement établies, c'est lié à la faiblesse des politiques publiques qui, depuis des décennies, sous-tendues par le narratif des bienfaits de la mondialisation dérégulée, du laisser-faire néolibéral, ainsi que par la faible acceptation sociale de l'industrie en général et de l'industrie minérale en particulier, n'ont pas agi comme il aurait fallu pour maintenir ces capacités de production européennes. En Europe, nous avons une grande partie de notre population qui a le ventre bien plein et d'autres soucis et préoccupations que d'accepter la présence d'une mine dans le jardin à côté de chez soi, ce qu'on connaît sous forme de syndrome NIMBY en anglais, Not in my backyard. Il faudra beaucoup d'efforts à la France et à l'UE sur une durée de plusieurs décennies pour développer leur autonomie stratégique dans le domaine des ressources minérales. L'émergence de la Chine en tant que nouvelle superpuissance mondiale, de la production de nombreux métaux et de filières industrielles innovantes consommatrices de ces métaux, là je pense aux photovoltaïques, aux véhicules électriques et peut-être bientôt aussi aux semi-conducteurs, ça a commencé à se voir dans les statistiques dès l'an 2000. Mais la prise de conscience politique de ce changement radical de l'économie mondiale a été très lente. Au niveau européen, une première action importante a été, après une longue phase de laisser-faire, en 2008,
le lancement de l'initiative matières premières, avec notamment un important effort de recherche et d'innovation sans précédent. Environ 1 milliard d'euros ont été investis par l'Union européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020, qui a fonctionné de 2014 à 2020, comprenant notamment le lancement réussi de l'EIT matières premières, EIT voulant dire European Institute for Technology, c'est le MIT à l'européenne, dont le siège est à Budapest. Cette EIT matières premières fédère aujourd'hui plus de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et membres des universités pour accélérer la transition de la recherche à l'innovation, la formation supérieure et la création d'entreprises. Il s'agit du plus grand réseau formel de partenariat mondial. Cet effort se poursuit et s'intensifie dans le cadre du nouveau programme de recherche européen, Horizon UE, qui couvre la période de 2021 à 2027. L'action européenne connaît un nouveau développement majeur avec la validation en mars 2024 par le Conseil européen du règlement relatif aux matières premières critiques avec des objectifs chiffrés, ambitieux, d'amélioration de la sécurité européenne relative aux approvisionnements en ressources minérales stratégiques. C'est la première fois que l'Europe se dote d'une loi européenne, c'est un règlement, c'est tout à fait nouveau. En France, la création par le gouvernement en 2011 du comité pour les métaux stratégiques, suivie en 2022 par celle de l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, le FREMI, et de la fonction de délégué interministériel délégué aux approvisionnements en métaux stratégiques, traduit une dynamique comparable, mais encore plus décalée dans le temps que celle de l'Union européenne. La pression sur les ressources minérales ne peut que s'accentuer, car de nombreux pays n'ont pas encore entamé leur transition énergétique et ils seront dans les années à venir de plus en plus demandeurs de métaux stratégiques et de terres rares pour l'encourager. L'économie des ressources minérales évolue au gré des marchés largement mondialisés, des innovations technologiques et des relations internationales. Patrice Christman a établi une carte des différents risques géopolitiques présents sur la planète, des guerres ouvertes comme en Ukraine ou en Syrie, à ce qu'il nomme des points chauds géopolitiques qui pourraient d'un instant à l'autre dégénérer en guerre. Parmi les zones à risque figurent les pays ayant une frontière commune avec la Chine, en particulier l'Inde, Taïwan, les Philippines, le Vietnam et le Tibet. L'influence des groupes de Wagner en Afrique fait aussi bouger les lignes dans les relations entre l'Occident et bon nombre de pays qui possèdent des gisements de ressources minérales. La réduction des risques géopolitiques est très complexe et nécessite la sensibilisation et l'action de tous les composants de la société, ainsi qu'une coopération internationale fondée sur le droit, en tenant compte toujours des impératifs du développement durable. Mais aujourd'hui, c'est toute l'architecture de gouvernance mondiale élaborée après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale qui est menacée, et ceux qui travaillent à saborder cet ordre menacent la sécurité mondiale. Parmi toutes les actions envisageables, il faut essayer de réduire la demande dans une approche d'économie circulaire, en agissant sur tous les leviers possibles par ce concept d'économie circulaire. Ça peut inclure l'éco-conception des produits en vue de la réduction de l'usage de matières premières à risque. Ça peut inclure des actions visant à la frugalité des ressources rares, donc par le biais de l'innovation, la réparation des biens en cours d'usage, le recyclage et bien d'autres types d'actions encore. Par exemple, les politiques publiques doivent-elles, au nom de la transition énergétique vers le net zéro carbone, encourager la vente de véhicules électriques pesant 2 tonnes, nécessitant des batteries au lithium de 100 kWh de capacité, alors que l'essentiel des déplacements est en cycle urbain et pourrait être réalisé avec des véhicules légers, pouvant nécessiter des batteries au sodium et non pas au lithium, batteries dénuées de matières premières critiques. Et il y a là des vrais sujets de réflexion et de travail pour la puissance publique et pour les acteurs industriels et bien sûr aussi pour le monde de la recherche. Ce sont des sujets complexes mais ils sont extrêmement importants pour notre avenir économique et je dirais au-delà pour tous les aspects sociaux impliqués. Mais même si l'on parvient à réduire la demande, il faudra poursuivre l'exploration et le développement de nouveaux gisements. Il faut développer dès le plus jeune âge l'éducation aux ressources naturelles et à l'usage responsable des ressources naturelles, pas seulement des ressources minérales. C'est un enjeu bien au-delà des ressources minérales. Cela concerne aussi l'énergie, l'eau, les sols, la biodiversité. L'humanité est confrontée aux risques majeurs que font peser sur son avenir le franchissement de plusieurs limites planétaires. Tous les secteurs de l'environnement, biodiversité, climat, eau, énergie, sol, sont liés de manière complexe et l'avenir de l'espèce humaine dépend de son environnement, malgré tous nos progrès technologiques, financiers, etc. Ce n'est pas en niant les problèmes ou en recourant à la violence pour affirmer son droit individuel à faire n'importe quoi que ces problèmes seront résolus.
Il faut développer l'investissement de long terme dans l'éducation, la formation continue, la recherche et l'innovation. Il faut développer la compréhension des enjeux par le plus grand nombre, développer des technologies innovantes compatibles avec les objectifs du développement durable, mais cela nécessite des politiques de long terme s'étendant sur des décennies pour développer un système économique résilient, différent du modèle économique linéaire encore largement prévalent. Alors le modèle économique linéaire, c'est je prélève des ressources dans la nature, je les transforme en biens et en services que je consomme, et quand ces biens arrivent en fin de vie, je les jette sans me soucier davantage du devenir des déchets que j'ai générés. Donc il faut agir de manière concertée à l'échelle internationale afin de gérer les tensions et d'offrir des perspectives à celles et ceux qui aujourd'hui n'en ont pas, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial. Le désespoir, l'absence de toute perspective économique crédible sont de formidables moteurs des migrations et des radicalités de tout genre, y compris les pires. Il faut être sûr de faire des choix politiques de long terme et d'être capable de les maintenir. Or se pose le problème de la périodicité des élections dans les systèmes démocratiques et de la capacité des résultats de ces élections à remettre en cause les choix antérieurs. Concernant le recyclage des métaux, Patrice Christman souligne qu'il faut multiplier les efforts, mais il affirme que le recyclage ne permettra jamais de répondre à une demande en croissance exponentielle. Si 20% du cuivre produit aujourd'hui dans le monde est du cuivre recyclé, ce taux stagne car la demande croît plus vite que le stock de cuivre recyclable. D'autant que de nombreux usages du cuivre ont des durées de vie très longues, parfois plusieurs décennies. En outre, une grande partie des métaux rares utilisés en électronique ne sont présents que dans d'infimes proportions et dans des assemblages souvent complexes. Il n'y a donc pas forcément d'incitation économique à les recycler. Quant au potentiel que pourraient offrir les grands fonds marins en matière de ressources minérales, le géologue en appelle à la plus grande prudence, considérant que de manière générale, il faut changer de paradigme plutôt que de prendre le risque de fragiliser un écosystème encore très mal connu. On ne devrait autoriser des activités productives, alors pas seulement minérales d'ailleurs, l'agriculture c'est vrai aussi, qu'à partir du moment où on a des points zéro environnementaux fiables. C'est-à-dire quel est l'état de l'environnement et de ses composants avant l'activité planifiée. Et qui permet ensuite de mettre en place des mesures protectrices adaptées, de mesurer les écarts et éventuellement de les corriger, de développer la transparence des projets et des activités de production minière clés de la confiance entre les parties prenantes. L'Union européenne et ses États membres ont un rôle très important à jouer pour développer cette transparence qui encore aujourd'hui fait largement défaut. Par exemple, dans le cadre de développements internationaux, tels que l'Initiative pour l'assurance des mines responsables, alors c'est une ONG anglaise soutenue par un certain nombre d'industriels, il s'agit de l'Initiative for Responsible Mining Insurance, IRMA. Pour moi, transparence, confiance sont des mots-clés pour l'avenir. Si on ne crée pas les conditions de la confiance entre les différents acteurs, et notamment les populations concernées, on va droit dans le mur, aussi bien sur le plan social que politique. Il existe des bonnes pratiques, elles ne permettent pas de réduire à zéro les impacts environnementaux, mais de fortement progresser dans cette direction. Il n'y a pas d'activité humaine sans impact écologique, mais celui-ci peut et doit être réduit. À défaut, la nature et les conflits nous imposeront leurs lois et elles peuvent être cruelles. Les activités humaines ont des impacts, mais on peut les réduire énormément et on peut les réduire de manière à ne pas nuire à l'activité économique. Un groupe international d'experts sur les ressources, le GIER, a été créé par l'ONU en 2007 sur le modèle du GIEC. Patrice Christman en a été membre pendant 9 ans et affirme qu'il faut aller plus loin pour répondre aux défis de la transition énergétique. Le géologue appelle de ses vœux la création d'une organisation internationale sur l'utilisation et la gestion durable des ressources minérales. Pour lui, seule la mise en place d'une gouvernance internationale permettra d'éviter les conflits qui pourraient survenir autour de ces ressources. Mais encore faut-il que tous les grands acteurs politiques mondiaux et les entreprises minières et métallurgiques s'engagent rapidement dans une coopération internationale active, nourrie par la transparence de leurs actions, en appui des objectifs de développement durable des Nations Unies. Le temps presse. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!